J'ai dit à mes 2 filles que j'avais un cancer de stade 3 et que j'avais tout vendu pour payer le traitement. Ma fille qui a réussi à poser un billet de $100 sur la table et m'a dit de prendre soin de moi. Ma plus jeune fille, qui gagne $15 de l'heure dans un petit restaurant, m'a donné son seul lit et s'est épuisée au travail. Cette nuit-là, quand je l'ai vu recroquevillé sur le sol, j'ai appelé mon avocat. Une semaine plus tard, lors d'un gala de bienfaisance sous des lustres en cristal, la vérité a illuminé les écrans et $15 millions n'ont pas seulement changé de main, cela a changé la définition même de la famille. Je vous suis vraiment reconnaissante d'être ici avec moi aujourd'hui. Avant de continuer, dites-moi d'où vous écoutez, quelle ville, quel pays. J'aime voir jusqu'où ces histoires voyagent et savoir qui se trouve de l'autre côté de l'écran. La table à manger pouvait accueillir 12 personnes, mais ce soir, une seule chaise était occupée. J'étais assise à la tête de mon manoir de Charleston. 3,2 millions de briques historiques et de fer forgé, des plafonds de 5,5 mètres et une vue sur la batterie avec une assiette de crevettes et de gruau réchauffés qui refroidissait. 58 ans, veuve depuis 6 ans, 105 millions de dollars en biens immobiliers bâtis à partir de rien, sinon de sueur et d'un refus obstiné d'abandonner. Mais ce soir, je n'étais qu'une mère attendant que le téléphone sonne. Il a sonné à 19h43. Maman, j'ai besoin de te parler. Pa, comment vas-tu? Pa, tu me manques. Juste droit au but. C'était Rachel, mon aînée, 33 ans, chirurgienne esthétique à Beverly Hills avec une pratique qui rapportait plus de 2 millions par an. Bien sûr, chérie. Qu'est-ce qui se passe? Nous nous agrandissons. Il y a une propriété sur Rodeo Drive. Emplacement parfait juste à côté du magasin Gucci Phare. Mais nous devons agir vite. 400 000 pour la compte. J'ai posé ma fourchette. 400 000. C'est un sacré investissement, ai-je dit prudemment. Je sais, mais Marc a fait les calculs. Nous triplerons les revenus en 2 ans. L'espace est zoné pour des suites chirurgicales. Nous pourrions ajouter 2 chirurgiens supplémentaires à la clinique. Sa voix était lumineuse, confiante, comptant déjà les futurs dollars. Peux-tu le virer d'ici vendredi? Nous sommes en concurrence avec 2 autres soumissionnaires. J'ai regardé les photos sur la cheminée. Rachel dans sa blouse blanche à la remise des diplômes de John Hopkins. Puis une autre 2 ans plus tard à Yale pour sa résidence. J'avais payé $500 000 pour cette éducation, chaque centime chaque année. Jamais une seule fois je n'avais demandé de gratitude. Laisse-moi y réfléchir, ai-je dit. Maman, j'ai vraiment besoin d'une réponse. C'est urgent. Pa, comment vas-tu? Pa, manges-tu assez? Pa, as-tu besoin de quelque chose? Juste urgent. Je te rappellerai demain, lui ai-je dit. Elle a soupiré, le genre de soupir qui disait « j'étais difficile » et a raccroché. Le silence est revenu en force. Je suis allé à la cheminée et j'ai pris la 2e photo. Anna, ma plus jeune, 28 ans, souriante dans son uniforme de gériesse dîner, les cheveux attachés en queue de cheval. Ce sourire qui pouvait illuminer une pièce même quand elle était épuisée. J'avais payé $28 000 pour ses frais de scolarité au collège communautaire. Non pas parce que je n'avais pas plu, mais parce qu'au moment où Anna était en âge d'aller à l'université, la récession avait frappé et je reconstruisais. Elle avait été acceptée à Le Cordon Bleu à Paris, bourse complète, l'école de ses rêves. La lettre était arrivée un mardi d'avril, il y a 10 ans maintenant. Elle avait pleuré en l'ouvrant. Puis elle l'avait refusée. Maman, je ne peux pas te laisser t'endetter pour mes rêves, avait-elle dit à 18 ans, tenant cette lettre d'acceptation comme si elle était en verre. La bourse couvre les frais de scolarité, mais le loyer à Paris, la nourriture, les livres. Je resterai ici. Je vais bien. Et elle allait bien. Elle servait du café et des hamburgers chez Géries pour $15 de l'heure et économisait chaque centime en rêvant d'ouvrir son propre restaurant un jour. Un petit endroit à Charleston. Rien de fantaisiste, juste de la bonne nourriture, des prix justes, et une table pour quiconque en aurait besoin. Anna appelait tous les jeudis juste pour parler, pour demander de mon jardin, si les magnolias fleurissaient, si j'avais assez mangé. Rachel appelait quand elle avait besoin de quelque chose. J'ai posé la photo et suis retourné à mon dîner froid, mais je ne pouvais pas manger. La voix de mon mari résonnait, la dernière vraie conversation avant que la maladie n'emporte tout. Début juin, il y a 6 ans,
Il était en soins palliatifs à la maison, dans la chambre à l'étage qui donnait sur le jardin. Elisabeth, avait-il dit, sa main faible dans la mienne. Tu leur as tout donné, mais tu n'as jamais testé si elles avaient appris à donner en retour. Ce sont de bonnes filles, avais-je protesté. Elles n'ont pas été testées, avait-il corrigé doucement. Et un jour, tu devras savoir, pas pour toi, mais pour elles. Je n'avais pas compris alors. Mais ce soir, en regardant cette table vide, les photos de deux filles qui avaient pris des chemins si différents, une question me brûlait. Si je perdais tout demain, laquelle me soutiendrait? Pas celle avec la clinique de Beverly Hills et les projets d'expansion à 400 000 $. Pas celle qui avait eu un demi-million de dollars d'éducation et ne pouvait pas prendre le temps de demander comment j'allais. Celle qui appelait chaque semaine, celle qui avait sacrifié Paris parce qu'elle ne voulait pas que je sacrifie plus. Où me tromperais-je? Mon mari m'avait prévenu. Il avait dit, tu leur as tout donné, mais tu n'as jamais testé si elles avaient appris à donner en retour. Ce soir, j'ai pris une décision. J'avais un plan. Un plan terrible mais nécessaire. 3 jours plus tard, le téléphone a sonné exactement à 19 h. Jeudi, comme une horloge. Maman, comment s'est passée ta semaine? Pas Rachel, Anna. Je me suis effondré sur la chaise de cuisine, le soulagement m'envahissant comme de l'eau chaude. Salut, chérie. C'était calme. As-tu assez mangé? Tu oublies toujours quand tu travailles. Sa voix portait cette douce préoccupation que j'étais venu à désirer comme de l'oxygène. Et comment va le jardin de Magnolia? Le nouvel arbre a-t-il pris racine? Nous avons parlé pendant 40 minutes du pH du sol et si je devais ajouter plus de paillis, des colibris qui étaient revenus à la mangeoire, de la fuite dans ma salle de bain pour laquelle je devais appeler un plombier. Maman, tu ne peux pas simplement l'ignorer. Les dégâts des eaux coûtent cher. Elle a ri. Je connais un gars du restaurant qui fait du travail d'appoint. Tu veux que je l'envoie? Je peux me permettre un plombier, chérie. Je sais, mais pourquoi payer le triple quand le beau-frère de Jerry le fera au prix coûtant? C'était Anna. Toujours à réfléchir, toujours à se soucier. Rachel n'avait pas rappelé. Ni pour les 400 000, ni pour demander si j'étais en vie. Après qu'Anna ait raccroché, promettant de rappeler jeudi prochain, je suis resté assise dans l'obscurité grandissante de ma cuisine, fixant le téléphone. Il y a 6 ans, un jeudi, un peu comme celui-ci, j'étais assise sur la même chaise, passant un tout autre genre d'appel. 17 appels pour être exact. John était en soins palliatifs dans notre chambre à l'étage. La maladie s'était propagée plus vite que quiconque ne l'avait prédit. Le médecin avait dit que nous avions des jours, peut-être une semaine. J'avais appelé Rachel ce matin-là. Chérie, tu dois rentrer à la maison maintenant. Maman, je suis au gala de l'association médicale à Los Angeles. Sais-tu combien de contacts je suis en train de faire ici? Cela pourrait changer toute ma pratique. Ton père est en train de nous quitter. Une pause. Alors j'essaierai de prendre un vol demain. Demain est devenu le jour d'après, puis le jour d'après. Elle avait texté à la place, je ne peux pas encore partir, maman. Client important. Papa comprend. Mais il ne comprenait pas. Aucun de nous ne comprenait. John est décédé un mardi matin début juin, moi lui tenant une main et Anna l'autre. Notre plus jeune avait demandé un congé sans solde au restaurant, 11 nuits elle avait dormi sur la chaise à côté de son lit, se réveillant à chaque fois qu'il bougeait. Rachel est arrivée le vendredi, 3 jours trop tard. Elle avait pleuré aux funérailles, de vraies larmes, mais elle ne pouvait pas annuler son absence. La nuit avant la mort de John, quand il pouvait encore parler, il avait appelé Anna près de lui. J'avais regardé depuis l'embrasure de la porte tandis qu'il lui pressait quelque chose dans les mains. Un carnet en cuir usé que je n'avais jamais vu auparavant. « Qu'est-ce que c'est, papa ?» avait chuchoté Anna. « Des recettes. Celles de ta grand-mère. Les miennes. Celles de ta mère. » Sa voix avait été à peine audible. Le véritable héritage, pas l'argent. Ceci. J'avais regardé dedans plus tard. Des crevettes et du gruau avec le mélange d'épices secrets de sa mère. La soupe de crabe telle que sa grand-mère la faisait. La tarte au pacane avec un supplément de bourbon sur la dernière page, de la main soignée de John. Anna, tu sais déjà ce que signifie la richesse.
Ne les laisse pas te faire croire le contraire. Pas n'importe qui, eux. Ils savaient même alors. Ce soir, j'ai ouvert le coffre-fort de mon bureau où j'avais gardé ce carnet pendant 6 ans. Le cuir était doux sous mes doigts. Les pages jaunies sur les bords. J'ai tracé l'écriture de John, les boucles et les inclinaisons que je reconnaîtrais n'importe où. Puis je l'ai posé et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Mes doigts ont plané au-dessus du clavier pendant un long moment avant que je ne tape comment simuler une maladie en phase terminale. Les résultats de recherche ont inondé l'écran. Des articles sur la fraude à l'assurance, les violations de l'éthique médicale, des gens qui ont détruit leur vie avec des mensonges. J'ai cliqué sur l'un, puis sur l'autre. À minuit, j'avais une liste de symptômes, un calendrier, un plan qui me retournait l'estomac. Même en l'écrivant, la voix de John résonnait dans ma mémoire. Tu n'as jamais testé si elles avaient appris à donner en retour. C'était le test, le terrible test nécessaire. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai pris mon téléphone. Mon doigt a plané au-dessus du nom de Charles Morrison, le meilleur ami de John, notre avocat de famille, la seule personne à qui je ferais confiance pour quelque chose d'aussi dangereux. Le lendemain matin, je l'ai appelé. 2 jours plus tard, j'étais assise en face de Charles Morrison dans son cabinet d'avocat sur Broad Street. La pièce sentait le vieux cuir et le café. Charles, 60 ans, aux cheveux argentés et au regard aussi stable que celui de John, s'est penché en arrière dans sa chaise et m'a étudié comme si je venais d'avouer un crime. « Vous voulez simuler une maladie en phase terminale » a-t-il dit lentement. « Pour tester vos filles ?»« Oui, Elisabeth. » Il a posé ses lunettes de lecture. « C'est dangereux. Et si Anna sacrifie trop? Et si vous ne pouvez pas l'arrêter à temps? Alors je saurai quand arrêter. » Il s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le quartier historique. Les clochers des églises s'élevaient contre le ciel de mai. Après un long silence, il s'est retourné. « Je vous aiderai, mais seulement à 3 conditions. » Je me suis penché en avant. 1. Aucun préjudice réel à votre santé. Vous voyez un vrai médecin. Nous documentons tout. D'accord. 2. Si Anna entre dans un territoire dangereux financièrement, physiquement, émotionnellement, nous mettons fin à cela immédiatement. Pas d'exception. D'accord. 3. Je me réserve le droit d'intervenir à tout moment. Si je pense que vous allez trop loin, j'arrête tout. J'ai croisé son regard. Tu parles comme John. C'est parce qu'il m'a fait promettre de vous protéger de vous-même. Sa voix s'est adoucie. Même si cela signifiait vous protéger de vos propres plans. Nous nous sommes serrés la main. Au cours des 8 jours suivants, Charles et moi avons bâti ma nouvelle identité. Pas Elisabeth est, magnate de l'immobilier, mais Elisabeth est, femme désespérée n'ayant plus rien à perdre. Jour 1. Charles a organisé un rendez-vous avec le docteur Richard Morrison, un oncologue et vieil ami. J'ai subi un véritable examen, un vrai scanner, de vrais tests. Le diagnostic est tombé, kyste ovarien bénin, inoffensif, traitable. Les factures, cependant, étaient réelles. $2145 pour l'imagerie, $3890 pour les analyses, $2330 pour les consultations. Total, $8365. Charles a modifié le rapport de diagnostic, changeant kyste bénin en tumeur ovarienne maligne de stade 3. J'ai fixé le document falsifié. Ça ne me semble pas correct. Ça devrait, dit Charles doucement. Mais si vous allez faire cela, faites-le correctement. Les demi-vérités ne testeront rien. Du jour 2 au jour 4, je suis allé chez Goodwill sur King Street et j'ai acheté une garde-robe de vêtements usés. Des jeans délavés aux ourlets effilochés, des pulls trop grands avec des fils tirés, des chaussures aux semelles craquelées. La caissière a sonné mes achats, $47 au total. J'ai payé en espèces et je me suis demandé si Anna avait déjà fait ses courses ici. Jour 5, j'ai coupé mes cheveux courts dans un salon bon marché. Pas le bob élégant que je portais depuis des années, mais un style haché, inégal, qui donnait l'impression que je l'avais fait moi-même. Semaine difficile, a demandé la styliste avec sympathie. On pourrait dire ça. Jours 6 et 7. Leçon de maquillage à l'envers. J'ai appris à rendre ma peau pâle, à creuser mes joues avec de l'ombre, à créer l'apparence de quelqu'un qui perd une bataille. Jour 8.
Charles m'a présenté des documents de saisie immobilière. Faux mais étrangement authentiques. Des avis indiquant que 12 de mes propriétés étaient saisies pour couvrir les frais médicaux. Où as-tu eu ça, ai-je demandé. Tu ne veux pas savoir. Il n'avait pas tort. Le matin du 20 mai, je me suis tenu devant le miroir de ma chambre. La femme qui me fixait n'était pas moi. Cheveux fins, peau pâle, vêtements qui flottaient sur une silhouette qui n'avait pas réellement perdu de poids, mais en avait l'air. Des yeux qui portaient une peur que je n'avais pas à simuler car j'étais terrifié par ce que j'étais sur le point de faire. J'ai pris mon téléphone et j'ai pris une photo, l'ai envoyée à Charles avec 2 mots, « Je suis prête ». Sa réponse est venue immédiatement. Que Dieu nous aide tous les deux. J'ai fait une petite valise, pas les bagages de créateur avec lesquels je voyageais habituellement, mais un sac de sport abîmé que j'avais acheté au magasin d'occasion. À l'intérieur, les faux documents médicaux, les avis de saisie, un change de vêtements, et le carnet de John. Je ne pouvais pas le laisser derrière moi. Le 21 mai, j'ai embarqué dans un avion pour Los Angeles. J'allais voir ma fille, la chirurgienne esthétique qui avait passé sa vie à réparer des visages, à rendre les gens beaux pour un prix. Voyons si elle pouvait arranger ça. La chaleur m'a frappé dès que je suis descendu de l'avion à LAX. Une chaleur californienne sèche qui faisait coller mes vêtements de friperie à mon dos. J'ai ajusté mon sac de sport usé et me suis dirigé vers les transports terrestres. Pas de taxi. J'ai pris le bus de la ligne de métro pour $1.75 en direction de Beverly Hills. Le bus était à moitié vide. Je me suis assise à côté d'un homme qui transportait tout ce qu'il possédait dans 2 sacs en plastique. « Vous visitez quelqu'un » a-t-il demandé. « Ma fille. » Son visage buriné s'est adouci. « C'est bien. Ma fille est avocate à New York. Grande entreprise. » Il a regardé par la fenêtre. « Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle depuis 6 ans. » Ma poitrine s'est serrée. « Je suis désolé. » Ne le soyez pas. Les gens qui réussissent n'ont pas le temps pour ça. Il a fait un geste vers lui-même. J'ai tendu la main et lui ai serré la main. Ses doigts ont légèrement tremblé. « Je suis Louise » a-t-il dit. Elisabeth. Quand je suis descendu à mon arrêt, il a hoché la tête. J'ai hoché la tête en retour. Je me suis demandé si Rachel verrait son avenir dans ses yeux comme j'avais vu le mien. Beverly Hills était tout ce que j'avais imaginé. Des trottoirs propres, des palmiers, des voitures valant plus que des maisons. Le bureau de Rachel se trouvait sur Rodeo Drive, une tour de verre de 14 étages. L'enseigne indiquait « Dr Rachel est, MD, chirurgie esthétique et reconstructive ». Je me suis positionné de l'autre côté de la rue et j'ai observé à travers les fenêtres allant du sol au plafond. Hall en marbre blanc, lustre en cristal, 4 réceptionnistes en costume Armani noir, des clients en Chanel et montres Rolex se déplaçant comme s'ils possédaient le monde. Un tableau de prix a attiré mon regard. Lifting, $35 000. Rhinoplastie, $18 000. Amélioration des lèvres, $2500. J'ai touché les fausses factures médicales dans mon sac. $8 365. Rachel facturait plus pour une injection de lèvres que pour toute ma crise fabriquée. À 17h30, elle a émergé. 33 ans, cheveux blonds coûteux, robe Valentino que j'avais vue dans des magazines, $6 800. Des talons aiguilles rouges claquant sur le marbre. Elle a souri à une cliente, pratique professionnelle, mais ses yeux étaient froids. Je l'ai regardé glisser dans cet espace comme une royauté, touchant les épaules, riant, promettant des transformations. Quand ma petite fille, celle qui faisait des tartes à la boue dans notre jardin de Charleston, était-elle devenue cela? À 19h, les réceptionnistes étaient partis. Les clients s'étaient dispersés. Seul le 14e étage restait éclairé. Rachel est sortie seule. Elle a sorti une cigarette, une habitude que je ne lui connaissais pas, et l'a allumée avec un briquet en or, adossé au bâtiment. Je suis sorti de l'ombre. Elle ne m'a pas remarqué au début, trop concentrée sur son téléphone. Puis je me suis avancé dans la lumière de l'entrée. Elle a levé les yeux pendant 3 secondes. Rien. Ses yeux sont passés sur moi comme si j'étais invisible. Puis ils sont revenus. Sa bouche s'est ouverte. La cigarette est tombée. Maman. Incrédulité. Horreur.
peut-être de la honte. Je me tenais là dans mes vêtements Goodwill, cheveux coupés, joues creuses. Tout ce que j'avais construit pour ce moment. Salut, chérie. Elle a fixé mon visage. Mes vêtements, le sac de sport. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai fait un pas en avant. J'ai besoin de te parler. Elle a jeté un coup d'œil au bâtiment, son monde impeccable, puis à moi. Maman, tu as l'air malade. J'ai terminé. Je le suis. Son visage est devenu pâle. Un instant, juste un éclair. J'ai vu quelque chose de réel. La peur. L'inquiétude. Puis cela a disparu derrière ce masque professionnel. Viens à l'intérieur, a-t-elle dit doucement, jetant des regards autour d'elle comme si elle vérifiait si quelqu'un nous voyait. Pas ici. Elle a tenu la porte vitrée ouverte. Je suis entré dans son monde de marbre et de cristal et de promesses à 35 000 $. C'était ça, le premier test. La salle d'attente sentait la lavande et l'argent. Rachel m'a tiré devant le bureau d'accueil vide, à travers un couloir bordé de photos avant-après, jusqu'à son bureau privé. Non pas parce qu'elle s'inquiétait pour moi, mais parce qu'elle s'inquiétait que quelqu'un puisse me voir. Elle a fermé la porte. Le bureau était tout en verre et chrome. Une chaise en cuir derrière son bureau. 4 000 $ si elle valait un centime. Des diplômes au mur. John Hopkins. Yale. Des récompenses qu'elle ne m'avait jamais mentionnées. Assieds-toi, a-t-elle dit, me faisant signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Je me suis assise. Elle est restée debout à 2 mètres, les bras croisés. Que s'est-il passé? Sa voix était contrôlée. Clinique. Je lui ai raconté l'histoire que Charles et moi avions préparée. J'ai été diagnostiqué il y a 2 mois, stade 3. J'ai gardé ma voix stable. La maladie, elle est avancée. Son visage n'a pas changé. J'ai commencé le traitement. C'est pourquoi mes cheveux. J'ai touché ma coupe courte. Les factures s'élèvent déjà à 8 365 $. Toujours rien. J'ai dû vendre les propriétés, toutes, pour payer un programme de thérapie expérimentale à Atlanta. 127 000 $. J'ai sorti les faux documents de mon sac, les ai étalés sur son bureau impeccable. Il ne me reste plus rien, Rachel. Je dors dans ma voiture. Elle a jeté un coup d'œil au papier, ne les a pas ramassés. Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Pas est-ce que tu vas bien? Pas comment puis-je t'aider? Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Comme si c'était un inconvénient que j'aurais dû planifier à l'avance. Je ne voulais pas te déranger, ai-je dit doucement. Mais j'ai besoin d'aide, juste 15 000 $ seulement. Je te rembourserai quand je vendrai la dernière propriété. 47 secondes de silence. Je les ai comptées. Elle a marché jusqu'à la fenêtre, a regardé Rodeo Drive en bas. Les lumières s'allumaient, des vitrines remplies de choses dont personne n'avait besoin mais que tout le monde voulait. Finalement, elle s'est retournée. Maman. Elle a ouvert son sac de créateur, Hermès probablement à 5 chiffres, et a sorti son portefeuille. Marc et moi venons d'investir 400 000 $ dans le nouvel emplacement du spa. Nos liquidités sont extrêmement serrées en ce moment. Elle a sorti un seul billet, 100 $, et me l'a tendu. Cela devrait couvrir la nourriture pendant quelques jours. J'ai fixé ce billet, 100 $. J'avais payé 500 000 $ pour son éducation. John Hopkins, faculté de médecine, chaque manuel, chaque plan de repas, chaque appartement. 500 000 $. 18,50 $ par jour, tous les jours pendant 27 ans. Et elle me tendait 100 $. Il y a des refuges en centre-ville, a-t-elle poursuivi, posant le billet sur le bureau quand je ne l'ai pas pris. Je peux te donner une liste. Certains d'entre eux sont même assez propres. Je l'ai regardé, ma fille, l'étrangère dans la robe Valentino. Un refuge, juste temporairement, le temps que tu te remettes sur pied. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre Cartier. Maman, j'ai une réservation pour le dîner à 20h30. Marc m'attend. Elle s'est levée, lissant sa robe, a contourné le bureau et m'a embrassé sur la joue, le même petit baiser professionnel qu'elle donnait probablement à ses clients. Prends soin de toi. Elle a marqué une pause à la porte, et peut-être envisagé de réduire le traitement si c'est trop cher.
La qualité de vie, tu sais. Parfois, prolonger les choses ne fait qu'aggraver la situation. Elle a dit cela comme si elle suggérait de sauter le dessert. Réduire le traitement. Se laisser mourir pour ne pas gêner personne avec les factures médicales. J'ai ramassé le billet de $100, les plié soigneusement, les mis dans ma poche. Merci, chérie. Elle a souri, soulagée, probablement que je n'allais pas faire de scène. Bien sûr. Fais-moi savoir comment tu vas. D'accord. Elle a tenu la porte du bureau ouverte. Je suis sorti, passant devant les photos avant-après, devant le bureau d'accueil vide, à travers les portes vitrées, dans la nuit de Los Angeles. L'air était encore chaud. La rue était pleine de gens allant à des dîners coûteux, portant des sacs de courses, riant. Je suis resté là un instant, touchant les $100 dans ma poche. Puis je me suis dirigé vers la gare routière Greyhound. Mon test venait de commencer. Le bus a quitté Los Angeles à 14h30 le mercredi. $147 pour un billet. Presque tout ce que Rachel m'avait donné, plus les quelques billets que j'avais mis de côté avant que cela ne commence. 43 heures à travers l'Arizona, le Nouveau-Mexique, le Texas, la Louisiane. 43 heures pour réfléchir à ce que j'avais fait, à ce que j'étais en train de faire. Heure 1 à 12, Arizona. Je me suis assise à côté d'une femme nommée Maria, 52 ans, aux mains qui montraient des décennies de dur labeur. Elle se rendait à Atlanta pour voir sa mère. Je nettoie des maisons à Phoenix, m'a-t-elle dit tandis que le désert défilait. J'ai économisé $200 par mois pendant 10 ans. J'ai enfin eu assez pour ce voyage. $200 par mois, 10 ans, $24 000 pour voir sa mère. C'est long d'économiser, ai-je dit doucement. Certaines choses valent la peine d'attendre, a-t-elle souri. Vous visitez quelqu'un? Ma fille. C'est bien. Je suis sûr qu'elle sera heureuse de vous voir. J'ai pensé à la montre Cartier de Rachel. Sa suggestion de réduire le traitement. Anna ferait cela. J'ai pensé qu'Anna économiserait $200 par mois pendant 10 ans si c'était ce qu'il fallait. Heure 13 à 24, Nouveau-Mexique, Texas. Je ne pouvais pas dormir. Le bus ballottait. Les autres passagers somnolaient contre les fenêtres. Mais je suis resté éveillé, regardant le désert s'étendre à l'infini dans toutes les directions. Comme la distance entre moi et Rachel. J'ai ouvert mon téléphone et tapé une note. Test numéro 1 échoué. La fille qui a tout a donné $100. La fille qui n'a rien donnera-t-elle plus? J'ai fixé ces mots jusqu'à ce que mes yeux brûlent. Heure 25 à 36, Louisiane. Nous nous sommes arrêtés à Bâton Rouge à 4 heures du matin. La gare était d'une luminosité fluorescente et vide, à l'exception de quelques autres passagers et d'une jeune femme derrière le comptoir du café. Elle avait environ 19 ans. J'ai acheté un café, $2,50, la chose la plus chère que j'ai achetée depuis que je faisais semblant d'être fauché. Elle m'a tendu la tasse, puis a fait une pause, étudiant mon visage. Ça va, madame? Je devais avoir l'air aussi épuisé que je me sentais. Juste un long voyage. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, puis a tendu la main sous le comptoir et a sorti un muffin, l'a posé à côté de mon café. C'est pour la maison, a-t-elle chuchoté. Vous avez l'air d'en avoir besoin. J'ai fixé ce muffin. Cette fille, probablement payée au salaire minimum à 4 heures du matin, me donnant de la nourriture gratuite parce que j'avais l'air d'avoir besoin de gentillesse. Merci, ai-je réussi à articuler. De retour dans le bus, j'ai mangé ce muffin dans les toilettes et j'ai pleuré. Heure 37 à 43. Charleston. Le bus est arrivé à Charleston à 21h30 le jeudi. Gare de Meeting Street. Je suis descendu dans une humidité qui m'a enveloppé comme une couverture. Maison. Ma ville. Je n'ai pas appelé de taxi. Je ne pouvais pas. J'étais censé être quelqu'un qui n'avait rien. Alors, j'ai marché 2,3 miles à travers le centre-ville de Charleston la nuit, passant devant Rainbow Row, ces célèbres maisons colorées que j'avais photographiées 1000 fois. Passant devant la batterie où le port s'étendait sombre et infini jusqu'à King Street. Mes pieds me faisaient mal dans mes chaussures usées. Mon sac de sport me coupait l'épaule. Mais j'en avais besoin. J'avais besoin qu'Anna me voie comme ça. Désespéré, épuisé, sans rien.
Les rues étaient presque vides. Quelques couples quittant les restaurants, quelqu'un promenant un chien. Ils m'ont dépassé sans me regarder. Je me suis demandé si c'était ça d'être invisible. Au moment où j'ai atteint King Street, mes jambes tremblaient, mais j'ai continué à marcher vers le restaurant, vers Anna, vers le vrai test. À 23h47, je me tenais devant le Jerry's dîner. À travers la fenêtre, je pouvais la voir, ma plus jeune fille, 28 ans, les cheveux tirés en une queue de cheval pratique, uniforme blanc avec un badge, portant 3 assiettes en équilibre sur ses bras, souriant aux clients comme s'ils étaient des amis, pas des étrangers payant des hamburgers. Elle avait l'air fatiguée mais heureuse. Je l'ai regardée un instant de plus. Ma fille, qui avait refusé Paris pour rester ici, qui appelait tous les jeudis, qui donnait des recharges gratuites et des serviettes supplémentaires et écoutait probablement les problèmes de chaque client. Puis je me suis dirigé vers la porte. Le carillon de la porte a sonné quand je l'ai ouverte. Anna versait du café à la table 7. Elle s'est retournée et ses yeux bleus, les yeux de John, se sont écarquillés. Maman. La cafetière lui a glissé des mains et s'est brisée sur le sol. Elle s'en fichait. Elle a couru et m'a serré si fort dans ses bras que je ne pouvais plus respirer. Pas pourquoi n'as-tu pas appelé? Juste tu es gelé. Tu es trempé. Que s'est-il passé? Anna. Jerry, a-t-elle appelé? Un homme plus âgé est sorti de la cuisine. 67 ans, cheveux gris, tablier taché de graisse. Il avait assisté aux funérailles de John. Il m'a jeté un coup d'œil et est devenu pâle. Elisabeth, ramène-la à la maison, a-t-il dit à Anna. Je couvre ton quart. Mais Jerry. Va t'occuper de ta mère. Anna a attrapé son sac et le mien, a passé son bras autour de ma taille et nous avons marché 8 pâtés de maison à travers Charleston. Elle n'a pas posé de questions, elle m'a juste soutenu. Finalement, je lui ai raconté la même histoire que j'avais racontée à Rachel. J'ai été diagnostiqué il y a 2 mois, stade avancé. J'ai été sous traitement. J'ai dû tout vendre pour payer la thérapie à Atlanta. 127 000 $. Sa prise s'est resserrée. Je suis allé à Los Angeles pour voir Rachel. Je pensais qu'elle m'aiderait. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a donné 100 $ et une adresse de refuge pour sans-abri. Anna s'est arrêtée net sur le trottoir. Les larmes coulaient sur son visage. Elle a fait quoi? Elle avait une réservation pour le dîner. Elle était occupée. Anna m'a serré contre elle et m'a tenu pendant qu'elle pleurait. Puis elle a pris ma main et nous avons continué à marcher. Son appartement était un 3 pièces sans ascenseur. 30 mètres carrés. Une pièce, chambre, salon, cuisine. Une salle de bain de la taille d'un placard. Un vieux réfrigérateur qui claquait, mais c'était propre, chaud, à elle. Tu prends le lit. Je dormirai par terre. Anna, non. Maman. Elle m'a serré les épaules. Tu es malade. Tu prends le lit. À 00h30 du matin, elle m'a préparé à manger. Des crevettes et du gruau. La recette de John. Je l'ai regardé se déplacer dans cette petite cuisine. La façon dont elle ajoutait les épices, le fromage supplémentaire, la touche de sauce piquante qui la rendait parfaite. Elle a posé le bol devant moi. J'ai pris une bouchée et j'ai dû fermer les yeux. C'était exactement le même goût que le sien. Bon, a-t-elle demandé doucement. Parfait. Nous avons mangé à sa petite table, 2 chaises, bois rayé, un pied inégal. Sa main n'a jamais quitté la mienne. Après m'avoir bordé dans son lit, le seul lit avec sa seule couverture, dors bien, maman. On trouvera une solution demain matin. Elle m'a embrassé le front. Je suis resté allongé dans l'obscurité, enveloppé dans sa couverture, celle qu'elle abandonnerait pour dormir par terre. Puis je l'ai entendu se glisser dans la salle de bain. La porte s'est fermée. Sa voix est venue, basse et urgente. Jerry, c'est moi. Est-ce que je peux prendre des quarts supplémentaires? Autant que tu peux me donner. Une pause. J'ai besoin d'argent rapidement. Ma poitrine s'est serrée. Je me fiche des quarts, de nuit, du matin, n'importe quoi. J'ai juste besoin d'aider ma mère. J'ai fixé le plafond. Que avais-je fait? J'avais voulu tester son amour pour voir si elle sacrifierait.
mais allongé dans son lit, l'écoutant mendier pour du travail supplémentaire, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Elle sacrifierait tout. Et je risquerais de ne pas pouvoir l'arrêter à temps. Le week-end est passé comme un rêve dont je ne pouvais pas me réveiller. Du vendredi au dimanche, du 24 au 26 mai. 3 jours dans l'appartement de 30 mètres carrés d'Anna pendant qu'elle travaillait les quarts du matin de 6h à 14h, puis rentrait à la maison pour cuisiner, s'asseoir à côté de moi, raconter des histoires sur le restaurant et les clients et son futur restaurant. Vendredi, Anna a posé des questions sur les factures médicales. Je lui ai montré les documents que Charles avait préparés. 8 365 $, test diagnostic, consultation, plan de traitement. Elle les a étudiés longtemps. Son doigt a tracé les chiffres, les noms des hôpitaux, les dates. Elle n'a rien dit, a juste plié les papiers soigneusement et me les a rendus. Samedi, elle m'a emmené dans une clinique gratuite sur Meeting Street. Un médecin bénévole m'a examiné, m'a posé des questions pour lesquelles j'avais répété les réponses, a écrit une ordonnance pour des analgésiques. Anna a payé 15 $ de sa propre poche, de l'argent dont elle avait probablement besoin pour l'épicerie. Sur le chemin du retour, elle a demandé « Maman, combien as-tu besoin au total pour le traitement ?» J'ai gardé ma voix stable. 45 000 $ pour le programme expérimental à Atlanta. C'est ma seule vraie chance. Elle a hoché la tête. N'a pas tressailli devant le chiffre. A juste hoché la tête. Dimanche. Elle a préparé le dîner du dimanche. Poulet frit, chou vert, pain de maïs, le repas que son père faisait chaque semaine. Nous avons mangé à sa petite table. Et un instant, j'ai presque pu faire semblant que tout était normal. Après le dîner, elle a pris mes mains. « Maman, j'ai quelque chose à te dire. » J'ai parlé à Jerry. Ma poitrine s'est serrée. À partir de demain soir, je passe au quart de nuit. Anna, de 23h à 7h du matin. 7 jours sur 7. Sa voix était calme, déterminée. Il paie 18 $ de l'heure au lieu de 15. De plus, les pourboires de fin de soirée sont meilleurs. Les gens sont plus généreux quand ils sont les seuls au restaurant. Elle a sorti un carnet, m'a montré des calculs dans son écriture soignée. En 6 semaines, je peux économiser 4 000 $. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est un début. Ensuite, on trouvera le reste. 4 000 $. 6 semaines de quart de nuit, 7 jours sur 7. Non. J'ai serré ses épaules. Tu vas détruire ta santé. Elle a souri. Ce sourire. John souriait quand il avait pris une décision et que rien ne pouvait la changer. Maman, tu m'as tout donné. Littéralement tout. Je peux sacrifier mon sommeil pendant 6 semaines. Anna, s'il te plaît. J'ai déjà dit oui à Jerry, je commence demain soir. J'ai regardé dans ses yeux, 28 ans, bleus comme ceux de son père, remplis de rien d'autre que d'amour pur. Pas de calcul, pas d'hésitation, pas de doute, juste de l'amour. Dans ma tête, je criais, arrête ça maintenant. Appelle Charles. Mets fin à tout ça. Mais j'avais besoin de savoir. Besoin de voir jusqu'où elle irait. Besoin de comprendre ce que Rachel avait refusé de donner. Tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je chuchoté. Oui, je le suis. Elle m'a serré les mains. Tu le fais pour moi. Tu l'as fait pour moi toute ma vie. Elle s'est levée et a commencé à débarrasser la vaisselle. Repose-toi, maman. Je travaille le quart du matin demain. Ensuite, je dormirai l'après-midi avant le quart de nuit. On va y arriver. Cette nuit-là, dimanche soir, j'étais allongé dans son lit, celui qu'elle avait abandonné, et je fixais le plafond. Demain, elle commencerait les quarts de nuit de 23h à 7h du matin, chaque nuit pour moi, pour un mensonge. Je ne pouvais pas dormir. Lundi soir, 27 mai, 23h. J'ai regardé Anna quitter l'appartement dans son uniforme de Jerry dîner. Elle s'est retournée à la porte, a fait un signe, a souri, mais j'ai vu les ombres déjà se former sous ses yeux. Semaine 1, du 27 mai au 2 juin. Les 2 premières nuits, elle a maintenu une routine. Rentrait à 7h du matin. Dormait jusqu'à 13h. 5h. Se réveillait pour cuisiner pour moi, elle insistait pour cuisiner. Ne me laissez pas toucher la cuisinière.
Puis de nouveau dormir de 15h à 18h. Encore 3 heures. 8 heures au total. Pas assez, mais supportable. Je l'ai regardée traverser ces jours comme si elle marchait sous l'eau. Plus lentement, plus lourdement. Nuit 3 et 4, le week-end, le restaurant était plus occupé. Elle ne rentrait pas avant 8h15 du matin. Je restais éveillé, écoutant sa clé dans la serrure, terrifié que quelque chose se soit produit. Quand elle rentrait enfin, elle s'effondrait dans son lit sans manger. 7 heures de sommeil. Elle a commencé à oublier des choses. A laissé la porte déverrouillée 2 fois. Ne se souvenait pas si elle avait pris ses vitamines. Nuit 5 à 7, elle a pris des quarts de petit déjeuner, juste quelques heures, de 7h à 10h. Certains jours, elle travaillait directement de 23h à 10h du matin. 11 heures debout. Les pourboires du petit déjeuner sont bons, maman a-t-elle dit, les yeux mi-clos. Chaque petit geste aide. 5 à 6 heures de sommeil par jour. J'ai vu ses mains trembler quand elle versait mon café. Semaine 2, du 3 juin au 9 juin. Nuit 8. Je me suis réveillé à 3 heures du matin. Son côté du sol où elle dormait avec les couvertures à côté du lit était vide. 4h30 la porte s'est enfin ouverte. Elle avait des marques sombres sur le poignet, des empreintes digitales violettes. Qu'est-ce qui s'est passé? Un client est devenu un peu trop entreprenant. Il avait trop bu. Elle a essayé de sourire. Jerry l'a mis dehors. Je vais bien. Mais quand elle a essayé de déverrouiller la porte de la salle de bain, ses mains tremblaient si fort qu'elle a laissé tomber la clé 2 fois. Nuit 10. Elle est rentrée à 7h45 et s'est effondrée sur le canapé, entièrement habillée. Je me suis agenouillé à côté d'elle et j'ai retiré délicatement ses chaussures. Ses pieds étaient gonflés au double de leur taille normale. Ses chaussettes blanches avaient des taches rouges foncées là où les ampoules avaient éclaté et saigné. J'ai emporté ses chaussettes à la salle de bain et j'ai pleuré là où elle ne m'entendrait pas. Aux nuits 12 à 14, elle avait perdu 3,6 kg. Son uniforme lui pendait. Son visage semblait plus creusé que le mien, et j'étais censé être en phase terminale. Mais elle souriait toujours chaque matin. Plus que 2 semaines, maman. Nous sommes à mi-chemin. Dimanche 9 juin. À 18h, on a frappé. Un homme d'une quarantaine d'années se tenait là, tenant un sac d'épicerie. Madame, je suis Pet. Je suis un habitué chez Jerry S. Il a tendu le sac. À l'intérieur, des œufs, du lait, du pain, du poulet, de la vraie nourriture. Je connais Anna depuis 3 ans. Elle sert le petit déjeuner à mes enfants tous les dimanches. Se souvient de leur nom. Ma fille est allergique aux fraises. Anna se souvient toujours, vérifie toujours avant de servir quoi que ce soit. Sa voix a craqué. Cette semaine, je l'ai vue s'endormir debout en versant du café. Elle s'est rattrapée avant que la cafetière ne tombe. A souri comme si rien ne s'était passé. Il a croisé mon regard. Madame, elle se détruit. Je ne connais pas votre situation, mais s'il vous plaît, quoi que ce soit, faites-la arrêter. J'ai pris les courses, les remercier. Après son départ, je me suis assise sur le sol, tenant ce sac et j'ai pleuré pendant 40 minutes. Un étranger nous avait apporté de la nourriture parce qu'il pouvait voir ce que je faisais à ma fille. Cette nuit-là, Anna est rentrée à 8 heures du matin. Combien as-tu économisé, ai-je demandé. Elle a souri, épuisée, fière. 2100 $? Pile dans les temps. 2100 $. 14 nuits de quart de nuit, des ecchymoses, des pieds en sang, 3,6 kg perdus. Et elle pensait que nous étions dans les temps. Je suis si fier de toi, chérie. Je l'étais. Je la détruisais aussi. Cette nuit-là, lundi 10 juin, j'étais allongé dans son lit, fixant le plafond. Quelque chose ne tournait pas rond. Profondément. À 2h47 du matin, j'ai pris une décision. Il fallait que je le voie de mes propres yeux. Je me suis réveillé à 3h du matin le mercredi 12 juin. Anna était au travail depuis 4 heures. J'ai enfilé ma veste et j'ai marché les 8 pâtés de maison jusqu'au Jerry S dîner. Les rues étaient vides, silencieuses, sauf mes pas et le bourdonnement lointain du trafic nocturne. L'air était lourd d'humidité, du genre qui colle à la peau. À 3h24,
je me tenais devant la fenêtre arrière, celle qui donnait sur les bennes à ordures et la zone de pause des employés. À l'intérieur, je pouvais la voir. Anna essuyait les tables, se déplaçant comme un robot, mécanique, lente. Deux hommes étaient assis dans le coin, la quarantaine, peut-être bruyants. L'un d'eux a frappé son verre sur la table. Et, chérie, un autre verre. Anna a apporté 2 bières. L'homme en chemise rouge a attrapé son poignet alors qu'elle posait les bouteilles, l'a tiré vers lui. Allez, fais-nous un sourire. Elle a essayé de se dégager. Il a tenu plus fort. Son ami a ri. Jerry était dans la cuisine, ne pouvait pas voir. J'ai appuyé ma main contre la fenêtre, prête à entrer. Anna s'est dégagée, a reculé, a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. L'homme l'a lâchée, riant toujours. Elle s'est éloignée, se frottant le poignet. À 3h47, la porte arrière s'est ouverte. Anna est sortie, portant un sac poubelle. Elle m'a vu. Ses yeux se sont écarquillés. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Je ne pouvais pas dormir. Je voulais te voir. Elle a posé le sac et s'est approchée, jetant un coup d'œil au restaurant. Maman, tu ne devrais pas marcher seule à cette heure. Sous la faible lumière de sécurité, j'ai tout vu. Des ecchymoses fraîches sur son bras. Des empreintes digitales violettes là où cet homme l'avait attrapé. Une petite coupure au doigt due à un couteau qui avait glissé en coupant des citrons. Des yeux probablement cerclés de rouge. Elle n'avait pas dormi depuis 48 heures d'affilée. Elle tremblait, pas de froid, mais d'épuisement. Je l'ai serrée dans mes bras, là, au milieu des bennes à ordures, à 3h52 du matin. Maman, je vais bien. Vraiment, plus que 3 semaines. J'ai déjà économisé $2100. D'ici mi-juillet, j'aurai $4000. Ensuite, on trouvera le reste. Elle s'est reculée, les yeux brillants de projet. Je peux prendre des quarts de plonge au restaurant The Ordinary, ce restaurant du centre-ville. Il paie $20 de l'heure. Ou, elle a dégluti, je peux vendre ma voiture. Elle vaut $8000. Ça fait $12 000 au total. J'ai posé ma main sur sa bouche. Non. Mais maman. Non plus. Les larmes ont rempli ses yeux. Mais tu vas. Tu vas mourir. J'ai pris son visage dans mes mains. Je préférerais me perdre que te voir te détruire pour moi. Maman, s'il te plaît. Anna, plus rien. Elle s'est effondrée. Là, près des bennes à ordures, elle a sangloté sur mon épaule pendant que je la tenais. Après un instant, je l'ai ramenée à l'intérieur, j'ai trouvé Jerry dans la cuisine. Elle est malade. Je la ramène à la maison. Il a jeté un coup d'œil à son visage et a hoché la tête. Allez. Je m'en occupe. Nous avons marché les 8 pâtés de maison jusqu'à son appartement. Elle s'est appuyée sur moi tout le long. À 4 heures du matin, je l'ai bordée dans son lit. Son lit, celui qu'elle avait abandonné pour moi. Dors, chérie. Tout va bien se passer. Promis. Je promets. En quelques minutes, elle s'est endormie. Le genre de sommeil qui ressemble à un évanouissement. Profond, désespéré. Je me suis assise sur le sol à côté du lit et je l'ai regardée respirer. Puis, j'ai sorti mon téléphone. 4h17 du matin. J'ai envoyé 4 mots à Charles. C'est l'heure. Mettre fin à ça. Le lendemain matin, j'ai réveillé Anna à 14h. Elle avait dormi près de 10 heures, la première vraie nuit de sommeil qu'elle avait eue en 2 semaines. Quand elle a ouvert les yeux, j'étais assise à côté du lit avec du thé. Maman, quoi? Je me sens mieux, ai-je dit. Beaucoup mieux. Je pense que le repos a aidé. J'ai touché sa main. Tu n'as plus besoin de travailler les quarts de nuit. Mais, maman, s'il te plaît. Tu en as assez fait. Elle a argumenté. Bien sûr qu'elle l'a fait. Mais j'ai tenu bon et finalement elle a accepté de reprendre les quarts du matin. J'économiserai toujours de l'argent, a-t-elle insisté. On trouvera une solution. J'ai hoché la tête. La laisser croire cela. Parce qu'en 3 jours, tout allait changer. Du 12 au 14 juin. Préparation. J'ai texté Charles.
15 juin, gala du Lex Palato. Rend le public. Sa réponse est venue rapidement. Êtes-vous certaine que cela détruira la carrière de Rachel? J'ai tapé en retour, elle l'a détruite elle-même quand elle m'a donné 100 $. Vendredi 13 juin. Charles a travaillé vite. Documents légaux, la répartition complète de la succession, 15 millions de $, plan de distribution, séquence vidéo. Jerry avait accepté de fournir des extraits des caméras de sécurité du restaurant, Anna pendant les quarts de nuit, les ecchymoses, le moment où elle a failli s'effondrer contre le réfrigérateur chambre froide, une invitation pour Rachel, billet VIP pour le gala du Lex Palato. 500 $ chacun. Événement caritatif honorant les philanthropes de Charleston. Votre présence est requise. Elle viendrait. Je savais qu'elle viendrait. Rachel ne manquait jamais une occasion d'être vue. Samedi 14 juin. Je suis allé au salon Jasmine sur King Street. Faites-moi ressembler à moi-même à nouveau, ai-je dit à la styliste. Elle a coupé le style haché et inégal, le transformant en quelque chose d'élégant. 150 $. Charles a payé. Maquillage professionnel, pas le look creux et pâle que je portais, mais de la couleur. De la vie et une robe Oscar de la Renta. 2800 $ empruntés à une amie à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Bleu marine, simple, puissant. Quand je me suis regardé dans le miroir, la PDG Elisabeth m'a rendu mon regard. Anna est rentrée de son quart du matin et s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte. Maman, tu es magnifique. J'ai une dernière chose à faire, ai-je dit. Ce soir-là, je lui ai tendu une boîte. Demain soir, il y a un gala au Dock Street Theatre. J'ai besoin que tu viennes avec moi. Mais je n'ai pas de robe. J'ai désigné la boîte. Elle l'a ouverte lentement. À l'intérieur, une robe bleu marine. Simple, élégante, 120 $. Charles l'avait choisie. Les yeux d'Anna se sont remplis de larmes. Maman, c'est trop. Tu le mérites. Elle a tenu la robe contre elle, se regardant dans le petit miroir près de la porte. Pourquoi allons-nous à un gala? Tu verras. Cette nuit-là, je me suis assise à la petite table d'Anna avec mon ordinateur portable et j'ai écrit, 4 parties, 4 vérités. Première partie, j'ai simulé une maladie en phase terminale. Deuxième partie, j'ai testé mes filles. Troisième partie, la vérité sur le décès de John. Comment Rachel a manqué ces derniers jours? Comment Anna est restée? Quatrième partie, le testament, la succession, les conséquences. J'ai écrit et réécrit jusqu'à ce que les mots soient exactement justes. Jusqu'à ce qu'ils coupent comme il le fallait. Dimanche 15 juin, 19 h. Anna et moi nous tenions devant le Dock Street Theatre. Le bâtiment historique brillait de lumière. Des voitures de luxe bordaient la rue, des femmes en robe de soirée, des hommes en smoking, l'élite de Charleston. À travers les hautes fenêtres, je pouvais les voir à l'intérieur. Des politiciens, des médecins, des avocats, les gens qui dirigeaient la ville. Et Rachel, elle avait pris l'avion depuis Los Angeles. J'avais vu son arrivée sur la liste des invités que Charles m'avait envoyée. Elle n'avait pas appelé, n'avait pas texté, pas une seule fois depuis le jour où elle m'avait donné 100 $ et suggéré un refuge pour sans-abri. Maman. Anna a touché mon bras. Es-tu prête? J'ai regardé ma plus jeune fille dans sa robe bleu marine. La fille qui avait abandonné Paris, qui s'était épuisée au travail, qui avait proposé de vendre sa voiture. Puis j'ai regardé à travers ses fenêtres ma fille aînée. La femme en vêtements de créateur qui m'avait donné de la petite monnaie. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Ce soir, Rachel apprendrait ce que ces 100 $ avaient réellement coûté. Si vous êtes toujours là avec moi, commentez en ci-dessous pour que je sache que vous parcourez ce voyage jusqu'au bout. Et laissez-moi vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, que feriez-vous? Exposeriez-vous la vérité devant tout le monde, ou protégeriez-vous le nom de votre famille et garderiez-vous le silence? Dites-moi votre choix dans les commentaires, car ce qui va se passer ensuite va tout changer. Et avant de continuer, veuillez noter que des parties de l'histoire à venir incluent des éléments dramatisés créés pour la réflexion et le récit. Si ce style ne vous convient pas, vous êtes libre de vous arrêter ici. La pièce est devenue silencieuse lorsque mon visage est apparu sur les écrans.
400 invités en robe de soirée et smoking ont levé les yeux de leur coupe de champagne. La salle de bal du Dock Street Théâtre scintillait de lustres en cristal et de garnitures dorées. Des politiciens étaient assis à côté de médecins. Des avocats discutaient avec un magnate de l'immobilier. L'élite de Charleston était rassemblée pour le gala du Legs Paledo. Et Rachel, au premier rang à la table VIP, portant une robe Illy-Sap qui coûtait $12 000. Ses cheveux parfaitement coiffés, son maquillage impeccable. Je me tenais sur scène avec un microphone dans ma main tremblante. Bonsoir, Charleston. Je m'appelle Elizabeth Hay. Certains d'entre vous me connaissent comme la fondatrice de Hay Property. J'ai marqué une pause, laissant le nom s'enregistrer. Ce soir, je suis ici en tant que mère. Des regards confus, une attention polie. Il y a 6 semaines, j'ai fait quelque chose de terrible. Ma voix a résonné à travers le système de sonorisation. J'ai simulé une maladie en phase terminale. Les murmures ont éclaté immédiatement, une vague de choc se propageant de table en table. Rachel s'est levée brusquement, sa coupe de champagne tombant de sa main et se brisant sur le sol. Son visage est devenu complètement blanc. Je n'ai pas arrêté. J'ai dit à mes filles que je mourrais, que j'avais tout perdu, mon entreprise, mon argent, ma maison. Je voulais voir qui me soutiendrait quand je n'aurais plus rien. J'ai fait un signe de tête vers Charles à l'arrière de la pièce. La première vidéo a commencé à être diffusée sur les écrans massifs flanquant la scène. Des images de mon téléphone. Beverly Hills. La tour de verre étincelante sur Rodeo Drive. Ma voix en arrêt. Je me suis rendu à Los Angeles pour voir ma fille aînée. Elle est chirurgienne esthétique. Très brillante. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide. La vidéo montrait la salle d'attente de Rachel. Les sols en marbre, le lustre en cristal, la liste de prix visible sur le mur. Elle m'a donné $100. Ma voix était stable, et l'adresse d'un refuge pour sans-abri. Des halètements dans toute la salle. Quelqu'un a chuchoté, « Oh mon Dieu !» La deuxième vidéo a commencé. Des images de sécurité du Jerry's Diner. Noir et blanc, granuleux, mais suffisamment clair. L'horodatage indiquait le 27 mai, 3h15 du matin. Anna portait 3 assiettes. Ses mouvements étaient lents, épuisés. Un autre extrait, des ecchymoses visibles sur son avant-bras là où quelqu'un l'avait saisie. Un autre, elle s'appuyant lourdement contre la porte du réfrigérateur chambre froide, les yeux fermés, puis se forçant à se redresser pour continuer à travailler. Les horodatages défilaient pendant 2 semaines, 27 mai, 30 mai, 2 juin, 5 juin, 9 juin, 12 juin. 112 heures chaque semaine. Les gens dans le public pleuraient maintenant. J'ai vu une femme se couvrir la bouche avec sa main. La troisième vidéo a été diffusée, la caméra arrière du restaurant. 12 juin, 3h52 du matin. Anna et moi près des bennes à ordures sous la faible lumière de sécurité. Sa voix est venue des haut-parleurs. Je peux vendre ma voiture, maman. Elle vaut $8 000. Ça nous donne $12 000 au total. La pièce était absolument silencieuse. J'ai regardé directement Rachel. Elle était toujours debout, figée, les larmes coulant sur son visage. Ma fille aînée et le docteur Rachel est, juste là. J'ai pointé une chirurgienne esthétique qui facture $35 000 pour un seul lifting. Les mains de Rachel se sont levées pour couvrir son visage. J'ai payé $500 000 pour son éducation. La faculté de médecine John Hopkins, chaque manuel, chaque appartement, chaque repas. Ma voix s'est légèrement brisée. Et quand elle a pensé que je mourrais, elle m'a donné $100. J'ai désigné Anna à côté de moi dans sa simple robe bleu marine. Ma plus jeune fille est Anna Hay, serveuse au Jerry's Diner. Elle gagne $15 de l'heure. Anna m'a serré la main. J'ai payé $28 000 pour son éducation, tout ce que je pouvais me permettre pendant la récession. Et elle m'a donné 112 heures de travail chaque semaine, sa santé, son sommeil, et a proposé de vendre sa voiture, la seule chose de valeur qu'elle possédait. Rachel a essayé de se diriger vers la sortie. Marc lui a attrapé le poignet et l'a tiré vers le bas. « Assieds-toi » a-t-il sifflé. Elle s'est effondrée sur sa chaise, les épaules secouées. J'ai laissé le silence s'étirer. Ce soir, je suis ici pour annoncer mes décisions concernant ma succession.
comment je vais distribuer 15 millions de dollars? Murmure dans la foule. 105 millions. Mais il y a une dernière vérité à dire d'abord. J'ai fait une pause, à propos d'un homme qui a vu cela venir il y a 6 ans. La pièce est restée silencieuse alors que je recommençais. La main d'Anna serrait la mienne si fort que je sentais son pouce accélérer. Il y a 6 ans, mon mari John est décédé. La même maladie que j'ai simulée pour vous tester tout ce soir. J'ai laissé cela s'installer. Pendant ces dernières semaines, début juin, j'ai appelé ma fille aînée 17 fois. 17. Elle était à Los Angeles à un gala d'association médicale, construisant son réseau, faisant des contacts. Ma gorge s'est serrée, mais j'ai continué. Elle a texté, « Je ne peux pas partir, maman. » Client important. Rachel est rentrée 3 jours après le décès de son père. Elle a manqué ses derniers mots, son dernier souffle, tout. Une nouvelle vidéo est apparue sur les écrans. Des images de mon téléphone, tremblantes, intimes. John dans notre lit à la maison le 2 juin, 6 ans plus tôt. Équipement de soins palliatifs l'entourant. La vidéo montrait que je tenais sa main, mon visage mouillé de larmes. Elle ne vient pas. La voix de John était à peine audible à travers les haut-parleurs. Elle a fait son choix, Elisabeth. Les gens vous montrent qui ils sont. Croyez-les. La caméra s'est légèrement déplacée. Anna était visible, endormie sur une chaise à côté du lit, sa tête reposant sur le matelas, sa main enveloppée autour de la main libre de John. Celle-là a chuchoté John, la regardant. Elle sait déjà. La salle de bal s'est remplie de pleurs. Pas de reniflements polis, de profonds sanglots déchirants de personnes qui comprenaient ce qu'elles étaient en train de voir. Rachel s'est levée, sa chaise a raclé bruyamment. « Arrêtez, s'il vous plaît. » J'ai croisé son regard. Avant que John ne nous quitte, il a écrit un testament. Il m'a demandé de faire cela, de tester nos filles avant de distribuer sa succession. Ma voix était stable maintenant. Il a dit, donnez-leur une chance de prouver qu'elles se souviennent de ce que je leur ai appris. Je me suis tourné vers Charles. Ce soir, j'honore sa dernière volonté. Charles est monté sur scène avec un dossier en cuir. Les écrans derrière nous affichaient les chiffres pendant qu'il lisait, la succession de John et Elisabeth et totalise 15 millions de dollars. Portefeuille immobilier et property, 78 millions. Compte d'investissement, 22 millions. Autres avoirs, 5 millions. Murmure dans la foule. 105 millions. Distribution. Anna y reçoit 75 millions de dollars. Propriété pleine et entière de e-property. La résidence familiale de Charleston évaluée à 3,2 millions. Financement de démarrage pour le restaurant John Stable. Aucune condition. Anna a halté à côté de moi. Ses jambes ont légèrement fléchi. Je l'ai stabilisée. Rachel y reçoit 15 millions de dollars, sous réserve de 3 conditions à remplir dans les 2 ans. 200 heures de services communautaires dans des cliniques médicales et des refuges pour sans-abri. 1 an de thérapie familiale, une lettre d'excuse écrite à Anna et lue publiquement. Le non-respect de ces termes entraînera le don des 15 millions au Charleston Free Clinic. Le visage de Rachel était maintenant enfoui dans ses mains. Ses épaules tremblaient violemment. 10 millions de dollars à des organisations caritatives. 5 millions au Charleston Free Clinic. 2 millions au fonds d'employés du Jerry S. Diner. 3 millions au service de soins palliatifs. 5 millions couvrent les obligations légales et fiscales. Charles a fermé le dossier. Les chiffres brillaient sur les écrans derrière nous. 75 millions à la fille qui a tout donné. 15 millions à la fille qui a donné 100 dollars. Le silence était assourdissant. Puis Anna a lâché ma main. Elle a descendu les marches de la scène à travers la foule de visages stupéfaits, passant devant les tables de l'élite de Charleston dans leurs robes à 1000 dollars et leurs costumes de créateurs. Elle s'est arrêtée devant Rachel. Rachel a levé les yeux. Son maquillage détruit, sa robe à 12 000 dollars froissée à force de la serrer. Anna, je suis tellement. Anna l'a serrée dans ses bras. Je te pardonne. Le microphone a capté le murmure. Il a résonné dans la salle de bal. Rachel s'est effondrée contre sa sœur cadette, sanglotant. Je ne le mérite pas. Je ne mérite rien de tout ça. Anna l'a serré plus fort. C'est pourquoi ça s'appelle la grâce.
3 mois plus tard, je me tenais dans la nouvelle cuisine d'Anna, pas le studio de 30 mètres carrés où elle avait abandonné son lit et s'était épuisée au travail, mais une maison de ville de 2 étages à South of Broad achetée avec son héritage. Avec des comptoirs en marbre, une cuisinière à 6 brûleurs et des fenêtres donnant sur un petit jardin où les magnolias fleurissaient. Septembre. L'air portait l'odeur salée du port de Charleston mêlée à celle d'un bouillon mijotant. Anna remuait une marmite de crevettes et de gruau, ajustant la recette de John avec la confiance de quelqu'un qui avait enfin trouvé sa vocation. À côté d'elle se trouvait le carnet en cuir, des pages marquées d'ajouts de sa propre écriture. Les 3 mois depuis le gala avaient tout transformé. En juillet, Anna était entrée chez Jerry S. dîner pour la dernière fois en tant qu'employée. Jerry l'avait serrée si fort qu'elle ne pouvait plus respirer, les larmes coulant sur son visage buriné. « Tu le mérites, ma petite fille. Ton papa serait si fier. » Le fonds d'employés de 2 millions de dollars avait également changé la vie de Jerry. Il avait rénové le restaurant, étendu les heures à 24 juillet et augmenté le salaire de chaque travailleur de 3 $ de l'heure. La semaine dernière, il m'avait dit qu'il embauchait 4 nouveaux serveurs. En août, Anna s'était inscrite au programme en ligne de Le Cordon Bleu et avait commencé des cours au Charleston Culinary Institute. Elle avait testé 47 recettes du carnet de John, ajustant les épices et les techniques jusqu'à ce que chaque plat raconte une histoire. Septembre a apporté John Stable, 75 places sur King Street, mur de briques apparentes tapissées de pages encadrées du carnet de John, cuisine du Sud réconfortante à des prix allant de 12 à 28 $. La soirée d'ouverture avait attiré une attente de 3 heures et tous les plats avaient été vendus. J'avais regardé Anna se déplacer dans cette salle à manger comme si elle était née pour cela. La transformation de Rachel avait été plus difficile, plus douloureuse. La vidéo avait atteint 8,3 millions de vues en une semaine. Les titres hurlaient, la chirurgienne esthétique a donné 100 $ à sa mère désespérée. Sa clinique de Beverly Hills perdait des clients, 70% en 10 jours. Le California Medical Board a lancé une enquête éthique. Ils n'ont trouvé aucune raison de révoquer sa licence. Elle n'avait pas violé les protocoles médicaux, mais sa réputation était en cendres. Fin juillet, elle avait fermé Beverly Hills. Mark avait emballé leur appartement sans se plaindre. Nous reconstruirons, avait-il dit simplement. Ensemble. Rachel a ouvert une petite clinique à Charleston. Chirurgie reconstructive pour les victimes de brûlures, les victimes d'accidents, les personnes qui avaient besoin de guérison plus que de beauté. Elle a réservé 40% de son emploi du temps au travail pro bono. Chaque samedi, elle passait 8 heures à la Charleston Free Clinic, suturant des lacérations, retirant des grains de beauté suspects, tenant la main de patients qui ne pouvaient pas se permettre des soins ailleurs. Elle avait cumulé 80 heures sur les 200 requises. Ce soir, c'était le 15 septembre, notre premier vrai dîner de famille depuis que tout avait changé. La table à manger d'Anna pouvait accueillir 8 personnes, bien que seulement 4 chaises soient occupées. Noyer fait à la main, sentant encore légèrement le cirage pour bois. Moi à une extrémité, Anna et Rachel sur des côtés opposés, Mark à côté de Rachel. Le repas était du pur John. Crevettes et gruau avec son mélange d'épices secrets. Soupe de crabe riche en crème. Tarte au pacane refroidissant sur le rebord de la fenêtre. Après avoir mangé, Rachel s'est levée. Ses mains tremblaient alors qu'elle dépliait un morceau de papier. La lettre d'excuse requise. Anna. Sa voix s'est brisée. Je suis désolé d'avoir laissé le succès me faire oublier ce que papa nous a appris. Je suis désolé d'avoir mesuré la richesse en dollars au lieu du sacrifice. Les larmes ont coulé. Je suis désolé d'avoir donné 100 $ à maman quand tu lui as tout donné. Elle a levé les yeux, le mascara coulant. Je ne mérite pas ton pardon, mais je passerai ma vie à le gagner. Anna s'est levée et a pris les mains de sa sœur. Nous sommes une famille. C'est ce qui compte. Elles se sont embrassées. Mark s'est essuyé les yeux. Je ne pouvais pas parler à cause de la boule dans ma gorge. Après, nous sommes allés sur le porche. Le soleil se couchait sur le port de Charleston, peignant l'eau en or et en rose. Rachel a posé sa tête sur l'épaule d'Anna. Anna s'est appuyée contre elle. 2 sœurs qui avaient été à des continents de distance respiraient maintenant en symbiose. Je me suis souvenu des mots de John d'il y a 6 ans. Elles retrouveront leur chemin. Ça fera mal, mais elles guériront. Il avait eu raison. Nous redevenions une famille.
Pas ce que nous avions été avant. Quelque chose de reconstruit à partir de morceaux brisés, mais une famille néanmoins. 8 juin, un an après le gala, l'anniversaire du jour où nous l'avons perdu. 7 ans maintenant. Nous nous tenions ensemble au cimetière Magnolia sous un ciel si bleu que ça faisait mal de le regarder. Nous trois, moi, Anna, Rachel, tenant des magnolias blancs, le genre que John rapportait toujours à la maison le vendredi. Le genre qui fleurissait dans notre jardin arrière chaque printemps, le genre qui poussait maintenant devant chaque emplacement de John stable. Anna a posé le sien en premier. Ses mains étaient plus stables qu'il y a un an. Plus stables qu'elles ne l'avaient été. Cette nuit-là, elle est rentrée à 4h30 du matin avec des ecchymoses aux poignets et du sang sur ses chaussettes. Plus stable que la nuit où elle a proposé de vendre sa voiture, son seul bien d'une valeur de $8000 pour sauver une mère qui lui mentait. Elle a éclairci sa gorge. « Papa, je voulais te parler des restaurants. » Sa voix était calme mais forte. John Stable a maintenant 2 emplacements. Charleston sur King Street, Savannah sur River Street, 45 employés au total. La plupart sont des parents célibataires. Certains sont des vétérans. Quelques-uns étaient sans abri avant que nous ne les embauchions. Nous avons généré $1,8 million cette année. Mais ce n'est pas le chiffre qui compte. Elle a marqué une pause, s'essuyant les yeux. Le chiffre qui compte est celui-ci, nous avons servi 38 000 repas lors des dimanches, payez ce que vous pouvez. 38 000 fois quelqu'un s'est assis à une table et n'a pas eu à choisir entre la dignité et la faim. C'est ce que tu m'as appris, papa. C'est ce que je construis. Elle a souri à travers ses larmes. Et ce soir, nous partons pour Columbia. L'emplacement numéro 3 ouvre cet automne. Rachel s'est avancée ensuite. Elle a posé son magnolia à côté de celui d'Anna. Ses mains tremblaient légèrement. Elle avait perdu du poids cette dernière année, non pas à cause du stress, mais du travail, un travail physique, épuisant, significatif. Elle a regardé la pierre tombale un long moment avant de parler. « Papa, j'ai terminé mes 200 heures. Tout à la Charleston Free Clinic. J'ai rencontré un homme là-bas le mois dernier, 63 ans, sans abri depuis 20 ans. Il avait des cicatrices sur tout le visage à cause d'un incendie, des brûlures au 3e degré. Il m'a dit qu'il avait arrêté de se regarder dans les miroirs il y a 15 ans. Sa voix a craqué. J'ai fait 8 heures de chirurgie reconstructive, pro bono. Quand j'ai enlevé les bandages, il a pleuré. Il a dit, je me ressemble à nouveau. Et j'ai enfin compris ce que tu voulais dire quand tu disais que la guérison ne se résumait pas à la médecine. Il s'agissait de voir les gens. J'ai posé mon magnolia en dernier. Pétales blancs contre pierre grise. Je n'avais pas de discours préparé. J'avais juste la vérité. John, tu avais raison sur tout. Elles se sont brisées. Elles ont guéri. Et elles ont retrouvé le chemin l'une de l'autre. Anna a ouvert le carnet, celui que John lui avait donné 6 ans auparavant à l'hôpital. Celui avec les recettes de crevettes et de gruau, de soupe de crabe, de tarte aux pacanes. Celui qui se terminait par une lettre qu'il m'avait écrite, datée de 2 jours avant son décès. Elle a lu la dernière page à voix haute. Elisabeth, si tu lis ceci, cela signifie que les filles sont revenues l'une vers l'autre. Tu les as testées. Je savais que tu le ferais. Mais voici le test qui compte. As-tu appris ce que j'ai appris? La richesse n'est pas ce que tu gagnes. C'est ce que tu donnes quand donner te coûte tout. Ce ne sont pas les 105 millions. C'est la fille qui dort par terre pour que sa mère puisse avoir le lit. C'est ça l'héritage qui dure. Nous sommes retournés à la voiture ensemble. Le bras d'Anna autour de Rachel. La tête de Rachel sur l'épaule d'Anna. Moi derrière elle, observant 2 filles qui avaient été des étrangères apprendre à redevenir sœurs. Ce soir, nous allions à Columbia pour repérer le 3e emplacement. Demain, nous commencerions à construire quelque chose de nouveau. Et chaque jour après cela, nous prouverions que John avait raison une fois de plus. Elle avait raison. Elle avait toujours eu raison. Cet automne, John Stable a ouvert son 3e emplacement à Columbia, en Caroline du Sud. 200 invités ont rempli Main Street pour la grande ouverture. Presse locale, critiques culinaires, politiciens, et nous, la famille qui avait construit cela à partir de l'amour et de morceaux brisés. 1 an après le gala, 3 restaurants maintenant. Charleston sur King Street,
là où tout a commencé. Savannah sur River Street, avec vue sur l'eau. Et maintenant Main Street à Columbia, au cœur de la capitale de la Caroline du Sud. 62 employés dans les 3 emplacements. 40% étaient des parents célibataires, des vétérans, des personnes qui reconstruisaient après avoir été sans abri. Anna avait insisté là-dessus. Papa l'aurait fait, avait-elle dit simplement. Chaque emplacement proposait les mêmes programmes spéciaux qu'Anna avait conçus. Les dimanches payez ce que vous pouvez. Si vous ne pouviez pas vous permettre un repas, vous travailliez 2 heures à faire la vaisselle ou à débarrasser les tables. 10% de tous les bénéfices allaient directement aux employés sous forme de primes. 50 000 $ par an finançaient des bourses culinaires pour tout employé qui voulait apprendre. Les revenus avaient atteint 2,3 millions de dollars la première année. Les projections montraient 4,5 millions pour la deuxième année. Le Charleston City Paper nous avait nommé meilleur nouveau restaurant de 2025. Food & Wine avait qualifié Anna de star montante de la cuisine du Sud. Mais les chiffres n'étaient pas la raison pour laquelle nous étions là. Anna, Rachel et moi nous tenions devant l'entrée. Au-dessus de la porte pendait une plaque en bronze qu'Anna avait commandée. John's Table fondée en mémoire de John et 1967 à 2019 où l'amour est le premier ingrédient et chacun à sa place. Anna a coupé le ruban avec des ciseaux de cuisine du vieux set de John. La porte s'est ouverte. Le premier client à franchir la porte était un homme que je n'avais pas vu depuis plus d'1 an. Cheveux gris, visage buriné, mais se tenant plus droit maintenant. Vêtements propres, yeux clairs. Louise, l'homme sans abri du bus la métro qui m'avait parlé de sa fille, l'avocate de New York à qui il n'avait pas parlé depuis 6 ans. Il m'a vu et son visage s'est froissé. Elisabeth. Il a traversé le restaurant et m'a serré dans ses bras. Vous avez sauvé ma famille. J'ai vu votre histoire. La vidéo a circulé partout. J'ai appelé ma fille cette même semaine. Une femme d'une trentaine d'années se tenait derrière lui, les larmes coulant. Je suis Rosa, la fille de Louise. J'ai vu ce que vous avez fait, comment vous avez testé vos filles, et j'ai réalisé que j'avais échoué au test de mon propre père. Elle s'est essuyé les yeux. Nous parlons chaque semaine maintenant. Il vit avec moi à New York. Merci de m'avoir rappelé ce qui compte. Après que la ruée de l'ouverture se soit calmée, nous nous sommes assises à la table du coin. Le premier meuble qu'Anna avait choisi pour l'emplacement original. Une table ronde en noyer avec 8 chaises. De la place pour la famille. De la place pour les étrangers qui pourraient devenir une famille. Le menu était devant nous. Le bol du pardon de John. La salade de rédemption de Rachel. Anna l'avait nommée ainsi, faisant rire Rachel jusqu'aux larmes. La tarte de la seconde chance d'Elisabeth. Rachel a levé son thé glacé. Un toast à papa qui a conçu le test. À maman qui a eu le courage de l'exécuter. À Anna qui nous a montré ce que l'amour signifie réellement. Anna a levé son verre. À la famille, celle dans laquelle nous naissons et celle que nous choisissons de reconstruire. J'ai levé le mien en dernier. À John, il a dit, la richesse se mesure à ce que l'on donne. Ce soir, en vous regardant toutes les deux, je suis la femme la plus riche du monde. Nous avons bu, nous avons mangé, nous avons ri. Alors que le soleil se couchait à travers les fenêtres de Columbia, peignant tout en or, j'ai regardé mes filles. Rachel, dont la réputation portait des cicatrices, mais dont les mains tenaient celles d'Anna à travers la table. Anna, dont le rêve s'était réalisé, mais qui serrait toujours sa sœur dans ses bras chaque matin. J'ai ouvert le carnet de John une dernière fois à la page qu'il m'avait écrite seule, cachée tout au fond. Elisabeth, si tu lis ceci, tu l'as fait. Tu les as brisés pour les reconstruire. Ce n'est pas de la cruauté. C'est de l'amour. La vraie richesse n'est pas 15 millions de dollars. Ce sont 2 filles qui se choisissent l'une l'autre après tout. Tu leur as donné de l'argent. Je leur ai donné le test. Ensemble, nous leur avons donné la vérité. J'ai fermé le livre, levé les yeux vers le plafond où la lumière du soir projetait des ombres. J'ai vu 3 femmes se refléter dans les fenêtres du restaurant. Pas parfaites, mais entières. Si vous écoutez cette histoire, demandez-vous, si vous perdiez tout demain, qui vous soutiendrait? Pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le choisissent. C'est le vrai test. Et cela, mes amis, est la seule richesse qui compte. En y repensant maintenant,
Je vois une femme qui a failli détruire tout ce qu'elle aimait pour prouver un point. C'est ce que font les histoires de drames familiaux. Elles nous enseignent les leçons les plus difficiles lorsque nous sommes le moins préparés à les apprendre. Si vous lisez ceci comme l'une des histoires de ma grand-mère, apprenez de mes erreurs. Ne testez pas les gens que vous aimez. N'attendez pas une crise pour leur montrer ce qu'ils représentent pour vous. J'ai passé 6 semaines à faire semblant d'affronter la faim, regardant mes filles révéler qui elles étaient vraiment. Anna a tout donné, sa santé, sa sécurité, son seul bien, sans hésitation. Rachel a donné $100 et des indications pour un refuge pour sans-abri. Le contraste nous a presque tous brisés. Mais voici ce que les histoires de drames familiaux nous enseignent. Elles ne parlent pas de qui échoue au test. Elles parlent de savoir si nous sommes assez courageux pour guérir après. Les histoires de ma grand-mère m'ont toujours appris que la richesse était quelque chose que l'on construisait de ses mains et que l'on protégeait de sa vie. Je me suis trompé. La vraie richesse se mesure à qui se tient à vos côtés quand tout le reste a disparu. C'est Anna qui apprend à Rachel à cuisiner le dimanche matin. C'est Rachel qui effectue des chirurgies de 8 heures pour des vétérans qui ne peuvent pas payer. Ce sont 3 femmes brisées qui apprennent à redevenir entières. La Bible dit, examinez tout. Retenez ce qui est bon. J'ai testé mes filles. Oui, mais je me suis aussi testé moi-même et j'ai failli échouer. Un autre verset dit, l'amour supporte tout. Anna me l'a appris. Rachel l'apprend, et j'essaie toujours de croire que je le mérite. Alors, voici mon conseil tiré de ces histoires de grand-mère. Ne soyez pas comme moi. Ne jouez pas avec la confiance de votre famille. Ne sacrifiez pas votre santé mentale ou votre âme pour donner une leçon à quelqu'un. Twitch is where it's at. The community is the place to be here. And then once I start the gameplay, we'll be going on to YouTube. I should be on YouTube now, actually. And then TikTok as well in a bit. So let me go live onto YouTube, because I actually forgot about YouTube. That's the power. So we are live on YouTube as well. Welcome in, YouTube. For whoever's watching this in the video on demand, I hope you have a wicked time watching this. Forgive all the swearing and my immature behavior, but, you know, that's me. Deal with it. But thanks, everyone. Thank you so much. TikTok, your time will come. Because I'm a legend. Oh, shit. Damn, girl. On the screen. What Pokemon on the screen? I don't see any Pokemon. What are you about? We're on the screen, mate. What do you mean on the screen? Is this one of those, like, the Emperor's New Clothes kind of thing? Of course I get the Pokemon that I don't like. Do you know what? I'm going to have my cookie in a second. You stress me out. Panda is not going to be really talkative at the moment as Panda building Lego. Cool. Panda, as long as you lurk, and every now and again redeem a lurk token, it helps me keep you as an active viewer. On the screen, the Pokemon with our names are in it. What? What are you on about? Huh? The Pokemon on the screen. What are you on about? I don't even know what mine is. What the hell do you... Whoever's Squirtle, you're so lucky. Oh, never mind. Just saw. Just saw what? What Pokemon am I, Nada? I don't know, mate. What's your star sign? My KCD is still not... What do you mean it's still not working? It's not working. Neo got a cute Pokemon. I don't even know my one. I'm old school. I'm looking on my phone. What the fuck are they? What is this? Yeah, I'm joking. I'm joking. This is one of the new features on my stream. So during like the basic chatting basic area, and when we play Farcool, the more you chat, the more your Pokemon will level up. Okay, and I'll show you a second my one, because my one is unique to me because I had to make sure it was available. I'll show you in a second. Jenna Bathhouse should have her own cutscene. It should be. It should be. All sorts of stuff. The Shameless Us version of the Gallagher house. I like the US version of Gallagher. I love the US version of the Gallagher. Shameless USA. I've been watching that and I'm on season 3, I think 4. Love it. I'm glad I came to Twitch rather than TikTok. Hell yeah, dude. TikTok is great as a sample. It's speed dating. It's speed streaming. When you like me, go, do you know what? This guy's worth a follow. DTF, down to follow. You come over to Twitch. Hell yeah. Are you joking, Nada? Yeah, of course I'm joking. Look at you getting all crazy. These Pokemon are redacted. Harry, are you involved now? Did you get the invite on redacted? Someone put this on Discord. I'm kidding. I don't even know what Pokemon I am. Looks cool though. There's just so many of these little shits everywhere. Remember, once you start chatting, then you are assigned a Pokemon.
And it should be that everyone gets one, but when there's too many people, if there's more viewers than usual, chatters, then you may get some duplicates. But I'm going to look into adding more and more Pokemon. But I'll show you mine in a second. He's trolling us. Of course I am. Is there a Discord? There is a Discord. If we can put that in there. Hey, Ben, how we doing, man? Yeah, some good ones. Are you having us on? I'm taking the piss. Don't worry. I'm trying to catch up. Hey, Blonde, how you doing, mate? What's with the Pokemon? Yeah, you troll. I love it. Look at it. And Alessa's like, he makes... I can just picture Alessia being just sat there going, he just makes me so angry. But she keeps watching. Because she knows we're 2 and 2. And you will call me daddy when I beat you on Farkle. Oh, Sahans is taking a break from writing the most filthiest literature I've ever read. My God, woman. Like it though. On our Discord, we have a not safe for work area where you have to be, I think, 18 plus to view it, which is amazing. So yeah, if you go on there and check it out. But viewer discretion advised is for adults on that page, and I do mean it. So don't bring your parents and say, oh, mum and dad, look where you post. I didn't post that. You need to calm down. I think I prefer the US stream list rather than the UK. I watched from the UK back in the day, and it was good, but I think it feels a bit dated now. But the US one, love it. The strip poles are lit up. Yeah, I don't know if you noticed this. The lights are facing forward. We're going to try out for tonight. Okay, we're going to try out for tonight, see what it's like. Because I can't even see my helmet properly. Power armor helmet. Nope. You still haven't been. Listen, I know a guy. Who works for Meld, and I'll have a word of him. I'll send him a message late after this. Don't you worry. I'll figure it out. This weekend, I'll try and get you involved. Not gonna lie, I'm liking this. Like, you're liking it. I don't know whether or not it makes me look more professional. Honestly, let me put my glove on. What the hell was wet on there? Why is that glove wet? Oh, the bowl's got a little bit of water in it. Shit. Did I get one? Oh, you should have one. You're square.